Europe 1 matin. Le club de la presse européen, deux signatures avec nous ce matin, Olivier d'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Dans la presse, on appelle ce genre d'infos un marronnier. Dans le Parisien ce matin, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, appelle le gouvernement à tourner la page de la politique du chéquier. Ça suffit, la dette, on ne peut plus dépenser sans compter, dit-il. Seulement, voilà qu'au même moment, l'économiste Jean Pisani-Ferry sort du bois pour nous annoncer cash ce que va coûter la transition énergétique. Vous trouviez important l'effort demandé sur les retraites, vous n'avez rien vu. Vous n'avez surtout pas vu le plan climat qui arrive. En gros, en 10 ans, il va falloir faire ce que l'on a eu de la peine à faire en 30 ans, explique Pisani-Ferry. Débourser 250 à 300 milliards d'ici 2030. Ce sera peut-être 25 points de PIB d'ici 2040. Bon, je vais vous donner tous les montants, mais Mathieu Bocoté, je commence avec vous. Ce que l'on retient ce matin peut-être avec cette interview, entretien dans le journal Le Monde, je le signale, de Jean Pisani-Ferry. On est entré dans la pédagogie de la douleur, là, très concrètement. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait longtemps, en fait, pour peu qu'on soit un peu sceptique ou pessimiste, qu'on peut comprendre que tout le discours sur la transition écologique, la transition énergétique, la transition écologique plus largement, s'accompagne à la fois d'une tentation assez autoritaire, quelquefois, c'est-à-dire il faut encadrer la société de manière de plus en plus serrée pour rendre possible la transition écologique, et ensuite d'une tentation du contrôle social, contrôler les comportements individuels, et s'accompagne à ça, on aurait dû s'en douter, en fait on s'en doutait, une espèce de logique de pressurisation fiscale, avec cette idée qu'il faut désormais faire un grand effort, donc soit sous le signe de l'emprunt, donc s'endetter, l'État doit s'endetter, ou vampiriser davantage la population. C'est la proposition centrale de Jean Pisani-Ferry, on va en parler en détail. Alors tout ça, pour moi, c'est le signe, au-delà de la question du climat, qui est une question à part entière, qui est une question non seulement légitime, mais absolument essentielle, ça nous en dit beaucoup sur la persistance d'une forme de matrice socialiste qui ne dit pas son nom dans le débat public français, c'est-à-dire une technostructure qui considère qu'en dernière instance, il y a toujours, là, donc c'est la matrice socialiste, la logique du plan, de la planification intégrale, la logique du contrôle social, la logique de l'étatisme, et cette idée que les ressources nationales n'appartiennent pas d'abord à ceux qui les produisent, mais appartiennent à l'État qui peut les confisquer selon le besoin idéologique ou social du moment, et on laisse ensuite les résidus dans les poches des uns et des autres. Pour moi, ça en dit davantage sur une forme de tentation, d'une forme de socialisme vert aujourd'hui, qu'une véritable lutte pour le climat. Alors, je veux que ça vous faisait sourire, Olivier d'Artigol, mais c'est pas totalement faux ce que dit Mathieu. Bien sûr. Regardez les mots qu'emploie Jean Pisani-Ferry. Il explique que la transition climatique, d'abord, ça va être un choc économique négatif. Bon, comprenez, ça va coûter cher. Ensuite, il dit la France n'est pas sur la bonne trajectoire du fameux zéro carbone à l'horizon 2050. Donc, ça veut dire qu'il y a une trajectoire. Et ensuite, je termine, c'est à l'État de piloter la transformation par des politiques. Non, j'ai souri sur le qualificatif socialiste concernant Pisani-Ferry, qui n'a pas véritablement le couteau entre les dents. Mais il a raison sur deux points. Le premier, c'est de nous montrer le niveau de la marche, le niveau à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2 le rythme aujourd'hui. Il faut accélérer par 2 notre rythme de réduction de gaz à effet de serre, d'émissions. Et pour atteindre la neutralité climatique en 2050, il faut véritablement des décisions de politique publique, puisqu'il dit que ça passera davantage par les politiques publiques que par l'innovation ou les marchés, d'un niveau considérable. C'est presque à la hauteur des révolutions industrielles qu'on a eues par le passé. C'est ce qu'il dit, Jean Pisani-Ferry, il dit que ça revient à une nouvelle révolution industrielle. Donc c'est bien de mettre des mots et de bien prendre la mesure de l'effort à accomplir. Je pense que c'est un objectif sérieux. Mathieu parle du portefeuille, il a raison, je veux bien qu'on parle aussi un peu du climat, puisque maintenant, on nous dit 4 degrés, non plus 2. Oui, peut-être plus. Peut-être plus. Il y en a certains disent que certains spécialistes du climat vous disent 4 degrés, c'est peut-être 5 ou 6. C'est donc plus qu'une bifurcation, un changement de très haut niveau qu'il faut aujourd'hui. Il faut faire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Mais est-ce que et donc ça demande. Et je pense que la croissance verte peut avoir des conséquences très positives autant que la croissance brune, mais ça demande des choses sérieuses. Qu'on défende par exemple le fret ferroviaire dans notre pays, il est en très grande difficulté. Je ne cesse de parler souvent de cette entreprise qui produit les essieux et les roues, Valdune, qui produit les essieux dans le nord de la France, et les roues, Mathieu, des trains. C'est la seule usine qu'on a, elle est en train d'être menacée. L'actionnaire chinois veut fermer, il y a donc beaucoup de sujets où d'ores et déjà les politiques publiques pourraient agir. Moi, par exemple, les trains sur les camions, par rapport au retard qu'on a, c'est une urgence.
les camions sur les trains. Mais est-ce que c'est pas pardonnez-moi, mais je prends un peu de recul. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un scénario un peu sadomaso? Parce qu'on est en train, rappelons que la France c'est 1% des émissions mondiales de CO2. Voilà. On est en train de se fixer un objectif 2050. Les États-Unis, eux, visent la neutralité carbone plutôt aux alentours de 2100. C'est un objectif de l'UE. Oui. Vous avez raison. Mais les États-Unis, eux, sont plutôt sur 2100. Les Chinois, ils disent 2060 et encore, ça n'est absolument pas certain. Et voilà. Et donc, on va s'infliger une transition climatique très douloureuse pour s'adapter en fait aux émissions carbone que vont continuer à produire les autres. Et je pense qu'il y a à travers ça une forme de messianisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, on voit la France, mais plus largement l'Occident, mais dans les circonstances, la France, et on va assumer le fardeau de la transition climatique à nous seuls, quitte à programmer notre propre extinction industrielle potentiellement, notre propre extinction énergétique. Donc, la Chine continue son évolution, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, mais comme si l'Europe, et ça je ne peux pas m'empêcher, vous me le pardonnerez, de l'inscrire dans le cadre d'une forme d'histoire des idées, c'est les sociétés européennes se sont convaincues au cours de la deuxième moitié du 20e siècle qu'elles étaient globalement coupables à l'échelle de l'histoire d'un peu tout. Et la forme ultime de culpabilité aujourd'hui, c'est tout le discours des Sandrine Rousseau, mais pas seulement, c'est le discours de la culpabilité climatique. Si le monde est fondamentalement déréglé, c'est d'abord à cause de l'Europe, et la France a tendance à s'identifier à l'Europe là-dedans. Donc nous allons, nous, prendre la responsabilité d'une décarbonation intégrale, nous allons prendre la responsabilité, on va ponctionner nos populations, une forme de... Je reprends votre formule, logique sadomasochiste un peu par rapport à la population. Et alors qu'à la grandeur de la planète, imaginons que la France y parvienne. Si le reste de la planète ne fait pas un effort semblable au même moment, l'effet sur le climat global est nul. Mais Mathieu, pourquoi ne pas y voir une fabuleuse chance et une épopée industrielle et sociale? Je viens d'un territoire, le Béarn. Une épopée douloureuse. Je viens d'un territoire, le Béarn, où il y a eu la découverte d'une ressource, le gaz, et qui a permis véritablement un développement industriel de l'ancien monde, j'ai envie de dire. Mais c'est c'est pas bien le gaz. Hein. Non, mais c'était le Béarn a beaucoup, c'était à l'origine de l'indépendance énergétique française. Mais est-ce que, Mathieu, si on prend les enjeux climatiques qui sont sérieux et réels, si on prend la nécessité de décarboner nos grands sites industriels, plus l'ensemble des transformations pour le logement, pour le transport, pourquoi ne pas positionner notre pays comme un pays ressource et avec véritablement cette épopée industrielle et sociale qui pourrait nous faire basculer dans un récit positif? Parce qu'on a peu de récits positifs. Au-delà du récit et de l'épopée, il y a de la réalité des choses. Et je vous dirais que moi, je vois dans l'écologisme, un certain écologisme, pas tout l'écologisme, la même matrice, la même logique que ce qui a été au XXe siècle, je le disais, le socialisme, mais plus largement au nom du plus grand idéal. Au XXe siècle, c'était quoi? La société juste, la société égalitaire, la société délivrée du mal, de l'aliénation, de l'exploitation. L'injustice, l'inégalité. Oui, mais le résultat, ça a quand même donné une société au mieux hyper bureaucratique et contrôlante, et au pire, ça nous donne les pays de l'Est. Alors, j'y reviens. Donc, je pense aujourd'hui, au nom de l'écologisme, donc la lutte contre les changements climatiques, au nom donc des objectifs absolument légitimes, je redoute comme au XXe siècle, cette quête absolument légitime ne multiplie les tracasseries non seulement administratives, mais bureaucratiques, mais autoritaires. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est un chemin que nous prenons. Et pire, on se dit, plus on fait d'efforts, mieux ça va être. En dernière instance, on aura cassé les œufs, mais on n'aura pas l'omelette. Alors, où trouver l'argent pour franchir ce mur d'investissement qui nous attend? Jean Pisani-Ferry suggère deux pistes: l'endettement public, classique, et l'impôt. Alors, il évoque un impôt exceptionnel et temporaire. Bon, temporaire, il parle quand même d'une trentaine d'années, sur le patrimoine financier des 10% des Français les plus aisés. Alors là, vous dites 10%, c'est les ultra... Non, c'est 4 000 € par mois. Vous êtes concerné à partir de 4 000 € par mois. Il s'agit de trouver 5 milliards d'euros par an, soit peu ou prou ce que rapportait l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais alors étendu dans une version beaucoup plus grand public, si je puis dire. De mémoire, le rendement de l'ISF avant la réforme, c'était 4-5 milliards. Le dispositif qui a remplacé l'ISF, c'est à peu près 1 milliard. Entre 1 et 2 milliards, donc, bien sûr qu'il y a du grain à moudre ici. J'ai souvenir que des grands patrons du CAC 40 et des économistes libéraux ont pu dire, il y a quelques mois encore, c'est vrai qu'il y a la possibilité de mettre à contribution les revenus du capital à un plus haut niveau au regard des... Non mais 4 000 € par mois, c'est pas les revenus du capital, c'est monsieur, madame, tout le monde. Des 0,1, je parlais pas des 10%. Je termine, Mathieu. Je parlais des 0,1, pas des 10%. Mais il y a par exemple, moi je donne une idée ce matin, il y a aujourd'hui
160 milliards à 200 milliards d'aides aux entreprises. Certaines d'entre elles sont bien dirigées, sont efficaces. On sait très bien que d'autres sont absolument pas bien dirigées, pas contrôlées, pas conditionnées. Il y a là la possibilité d'aller chercher du grain. Et je veux bien le moudre avec vous. Permettez-moi de répondre sur ça. L'histoire de la fiscalité depuis un demi-siècle en Occident, si on prétend s'en prendre aux hyper riches, aux ultra riches, aux ultra riches, et finalement on ponctionne, on vampirise les classes moyennes supérieures. Donc on prétend s'en prendre aux 0,001%, et finalement, pour peu que vous réussissiez un peu dans votre existence, que vous réussissiez à mettre un peu d'argent de côté, l'État vous cible et dit je te manquerai pas mon ami. Et ça, c'est l'histoire de la taxation en Occident depuis 50 ans. Voilà, ça y est, ce rêve peut-être à travers la taxation climat, de rétablir un peu d'équité dans le pays. Enfin, ça, ce fantasme d'économiste. L'équité, à trancher tout ce qui dépasse. Merci à tous les deux, Olivier D'Artigol. Au-dessus de temps, je prends. Mathieu Bock-Côté, merci à tous les deux. 8h57.